Pour nous présenter le programme Victoria donc à Saint-André-la-Réunion, c'est un programme de réhabilitation, résidentialisation en BIM de 220 logements et 20 commerces. Pour cela, je vous remercie d'accueillir Jérôme Malartre de SHLMR également, donc collaborateur, collègue de Madame Lenormand. Bienvenue, merci de l'accueillir. Arnaud Plassard, on en a aussi entendu parler tout à l'heure, c'est lui qui soufflait dans la salle, donc qui est BIM Manager chez eBIM Ingénierie. Hein. Et enfin, Yannick Tambrin, architecte chez Marot Architecture. Merci. Les micros sont là. Je passe la télécommande à qui? Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire un rapide, c'est même pas un tour, c'est un demi-tour de table, comme ça c'est encore plus rapide pour vous présenter. Et je vous laisse la parole ensuite pour enchaîner. Merci. Je vous ferai plein de signes si jamais ça déborde, mais excusez-moi par avance. On va essayer d'aller vite. Merci. Bonjour à tous, donc moi je suis Jérôme Malartre, chargé d'opération en réhabilitation à la SHLMR. On a décidé de vous présenter le projet Victoria aujourd'hui dans le cadre du Rex BIM Tour. Victoria, c'est une opération qui est située en périmètre NPNRU et QPV sur la commune de Saint-André, donc dans l'est de l'île. On fait partie du projet global centre-ville d'avenir de la commune, hein, avec toute une restructuration du centre-ville. Des aménagements TCSP, gare routière, maille piéton, réaménagement du square Victoria que vous apercevez sur la photo. Donc Victoria, c'est un projet dans un projet global. Valérie Lenormand, ma directrice, a fait un laïus tout à l'heure sur l'accessibilité, la vision BIM, la stratégie globale de la SHLMR, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Victoria, c'est un projet de 12,7 millions d'euros de coûts de travaux. Aujourd'hui, on est à peu près sur 60 000 euros du logement en coût d'investissement en travaux. On a une équipe montée par eBIM Ingénierie sur le BIM Management. Donc on a Arnaud qui est avec nous aujourd'hui. On a un AMO BIM, j'en parlerai tout à l'heure également, c'est le cabinet EA qui est situé en métropole. Pour le groupement architecte équipe projet, donc on a l'architecte mandataire Yannick Tambrin qui est là également, architecte de l'Éperon, groupe Marot. BET et SOCETEM pour le BET TCE, M. Plassard au fond de la salle également. Et on a une partie maîtrise d'œuvre exé OPC qui est confiée à Dardel par le mandataire, par les archis de l'Éperon. Et enfin un BET paysagiste Sodexi, parce qu'on est en périmètre NPNRU, on sent bien que voilà, au-delà des aspects confort thermique, conformité, etc., on a de plus en plus d'envie de faire des opérations réussies d'un point de vue visuel et confort thermique et aménagement paysager. Donc on a demandé une compétence paysagiste dans ce groupement. Donc pourquoi faire du BIM Tout à l'heure, Valérie en a parlé de manière globale. On a des enjeux qui sont majeurs hein, pour un bailleur social comme nous, avec 26 000 logements à gérer aujourd'hui. On va dire le premier axe, ça serait de mieux maîtriser les existants d'un point de vue entretien du patrimoine et sur une opération de réhabilitation. Le départ est là, on modélise les existants et ça nous permet de vraiment avoir une maîtrise, on va dire, à 99% de nos bâtis. Outre les enquêtes sociales et le retour des locataires et des utilisateurs quotidiens des ouvrages, là on a une photographie précise, quasi à 100% de ce qui peut se passer dans les logements, dans les parties communes, dans les parties extérieures. Les toitures, les façades, etc. C'est important. Donc ça nous permet d'avoir une base de travail solide et fiable, contrairement à des DOE qui datent là pour Victoria de 93, qui sont rarement complets et qui sont quasi toujours faux, parce qu'il y a toujours des choses qui n'ont pas été remises à jour et au bout du jour. Deuxième axe, ça serait bien entendu le process BIM qui amène une meilleure maîtrise des coûts, des délais et de la qualité. Alors c'est les trois pivots essentiels, j'ai envie de dire, de toute construction, mais de tout sujet. Hein. Dès qu'on appuie un peu trop sur un des trois pivots, on désaxe les deux autres. Donc il faut toujours essayer de niveler ces trois enjeux-là. Et le process BIM en tout cas est censé, peut-être pas sur les premières opérations, mais est censé à l'avenir nous amener une meilleure maîtrise de ces trois axes-là. C'est ce qu'on appelait le BIM gestion tout à l'heure, ou BIM GEM un peu, hein, c'est ça, gestion patrimoniale, exploitation, maintenance. Exactement, tout est lié. L'intérêt du BIM également, c'est d'avoir une meilleure communication de notre projet pour toutes les parties prenantes, que ce soit en interne et en externe. Monsieur Lamette l'a bien expliqué, on n'a pas toujours affaire à des techniciens ou des ingénieurs du bâtiment, des gens qui savent lire des plans et qui savent tout de suite, en quelques secondes ou quelques minutes, imaginer le bâtiment en 3D dans leur tête et voir qu'est-ce qui va
et qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui ne fonctionnera pas. Donc ça c'est un enjeu fort parce que c'est évident que ça fait des années, voire des décennies qu'on fait de la 3D. Mais là, c'est tout un process en fait, qui est lié au départ à une maquette 3D. Donc en termes de communication, on est vraiment gagnant à tout niveau. Je fais un petit laïus aussi parce que du coup, nous, sur cette première opération BIM en Réhab à la SHLMR, on a de fortes envies et on a prévu une visite immersive virtuelle du logement témoin. Donc on sera capable de faire visiter nos locataires dans le cadre de la concertation locative un logement virtuel en parallèle du logement classique réalisé où ils pourront venir toucher l'évier, le carrelage qu'on aura remplacé. On souhaite mettre en place également une e-concertation. Là, on est au tout début. On a pris un prestataire également de métropole. Donc, en fait, tous ces sujets-là sont liés à l'outil BIM et au process BIM. Donc c'est aussi un outil de médiation finalement. Exactement. En fait, c'est le principe anglo-saxon collaboratif où on travaille tous ensemble tout autour d'un projet. C'est pas de Pascal Marcel disait il n'y a pas de formule magique, c'est pas de dire que c'est mieux ou moins bien. Voilà, il y a un passage qui est dur et qui sera peut-être dur encore pendant quelques temps, mais il se fera, je pense. Alors, pour un maître d'ouvrage comme vous, excusez-moi, l'exploitation maintenance, là, comment dire, on en parlait aussi avec Frédéric Beffière, c'est là-dessus que vous a priori que le BIM représente un véritable enjeu. C'est le réel enjeu, c'est l'enjeu final en fait, de tout ce que je viens d'expliquer. C'est qu'au final, le vrai enjeu de maître d'ouvrage pour la SHLMR, je pense pour ma part également, c'est de faire de la GEM, et c'est à l'issue de toute cette vie de conception et de réalisation d'un chantier en réhab ou d'une opération neuve, d'avoir au final une base de données, et pas une maquette 3D, on l'a bien dit tout à l'heure, d'avoir des informations. Alors après, on voit si on le présente sous une maquette 3D, sous des tableaux Excel, sous des listes, etc. Ça, il faudra le définir. Aujourd'hui, notre stratégie, elle n'est pas encore définie à la SHLMR sur ce point-là. On n'est pas mûr en GEM, mais on est en train de s'y mettre. Et l'enjeu, il est là, et toute la difficulté de nouveaux process, pour un donneur d'ordre, c'est d'identifier ses besoins. C'est toujours le plus compliqué. Les outils, aujourd'hui, il y en a tout plein. On envoie des choses dans l'espace depuis des décennies. On est en train de construire une route dans la mer. Donc techniquement, on sait faire plein de choses. Encore faut-il faire le choix du bon outil et définir ses besoins précisément, ni trop ni pas assez. Il faut rester ambitieux, mais il ne faut pas être trop gourmand, comme le disait tout à l'heure le bureau d'études. Et effectivement, en parallèle de ça et de tous ces grands axes, il y a le fait de la réglementation. Où nous, on a fait le choix à la SHLMR de ne pas attendre que la réglementation nous tombe dessus et de ne pas attendre le dernier moment pour être obligé de partir sur des opérations BIM. Et justement de déjà réfléchir à des méthodes mode projet et d'être agile sur le suivi de nos opérations. Et je vais laisser la parole à Yannick. Bonjour. Nous, pourquoi on a été intéressés par ce projet en BIM? C'était tout d'abord pour la montée de compétences de l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre. C'est vrai que depuis quelques années, on a développé les échanges informels en format IFC de nos projets, mais il n'y avait pas forcément de répondants entre tous les membres de l'équipe, parce que effectivement tout le monde n'était pas au même niveau de développement du BIM. Et un projet conventionné BIM, ça nous permet d'imposer justement à toute l'équipe de ce travail en collaboratif, en BIM, qui permet de maintenir l'exigence tout au long du développement du projet. Ce qui n'a pas été le cas à présent sur la plupart des projets qu'on a fait de façon informelle en BIM. Le deuxième enjeu aussi, c'était l'amélioration de la collaboration. C'est vrai que on s'aperçoit que par rapport à il y a une dizaine d'années où on diffusait que des plans 2D, qui étaient déjà à l'époque une transcription d'une maquette 3D métier architecte, on pouvait transcrire 20% en gros de ce qu'on avait conçu en tant qu'architecte au sein de notre équipe de maîtrise d'œuvre. Les données étaient perdues pour les membres de l'équipe, et pareil, en retour, ce qui nous retransmettait en 2D ne nous permettait pas d'avoir une interprétation globale du projet. On se retrouvait avec beaucoup d'écueils en chantier. Par exemple, on peut citer notamment les plans fluides qui fonctionnent notamment en électricité par des pictogrammes, qui peuvent parfois arriver à des surprises sur la réalisation effective de ces éléments.
Donc ce qu'on voulait, c'était vraiment essayer d'améliorer les échanges et conduire à une réduction des pertes de données et arriver avec un échange, même si on ne transmet pas tout, mais on tend vers plus de l'ordre de 80% des données modélisées dans notre logiciel métier transmissibles aux collaborateurs et en retour, idem. Et la troisième chose qui nous intéressait, c'était justement lié à cette augmentation de la qualité de la transmission, une amélioration de la conception pour éviter les écueils de chantier où tout ce qui n'a pas été vu se transmet en chantier, surtout que ce chantier sera particulièrement sensible vu que c'est en site occupé. Donc l'impact direct sur les utilisateurs, enfin les habitants du site, sera tout de suite cristallisé si toutes ces erreurs de conception ne sont pas bien évaluées en amont. Ça marche plus ? Alors attendez, il y a eu certains fichiers lourds qui mettaient un certain temps à s'afficher. Donc soyez patients, je vais essayer d'ici, mais... On va arriver sur la fin directement. Ah mais merci. Hein. Non, là ça... Oui, c'est encore pour moi. Donc le BIM, Rapidement, comment s'il vous plaît, pour la SHLMR on arrive vite rapidement, donc mise en place, on en a parlé tout à l'heure, nous on a formé un référent, un référent BIM en interne, mise en place d'une charte BIM rédigée par le maître d'ouvrage, on définit nos besoins et nos attentes en termes de livrables, rédaction d'un cahier des charges BIM pour nos opérations neuves et d'un cahier des charges BIM pour nos opérations en réhabilitation. On a choisi en réhab de scinder, de sortir la mission BIM Manager de l'équipe de maîtrise d'œuvre, à contrario par le neuf. On voulait tester les deux modes de fonctionnement. Encore une fois, il n'y a pas de formule magique, donc on teste, on itère, on verra bien qui a raison. Pour avoir un peu plus d'indépendance, peut-être un peu plus de neutralité, je ne sais pas, on verra. Et enfin, effectivement, c'est un sujet vite très technique et on est tous en cours de formation et d'acquisition. Donc un AMO BIM pour challenger ce BIM Manager et être sûr que le boulot et que le boulot de chef d'orchestre qui va être produit par le BIM Manager soit bien conforme à notre charte et à notre cahier des charges. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore la compétence en interne au niveau des chargés d'opération. Moi, je suis concerné, je suis assez vite dépassé par le sujet pour l'instant. J'espère m'améliorer rapidement, mais voilà, donc, et toute une réflexion, toujours, je disais tout à l'heure, tout autour du projet, un mode collaboratif, un petit peu à l'anglo-saxonne. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, donc Arnaud Plassard, je vais rajouter un petit mot sur ce que nous a dit Jérôme, et pour repréciser un peu ces histoires de conventions, chartes et cahiers des charges. Alors il faut savoir qu'une charte BIM, c'est un document qui est interne à la maîtrise d'ouvrage, c'est un peu comme la Bible, BIM que vous allez suivre sur tous vos projets. Et de cette charte BIM, on va tirer des cahiers des charges qui vont être spécifiques à l'opération. Donc ça, c'est du côté maître d'ouvrage. Du côté maîtrise d'œuvre et entreprise... La profession de foi BIM, voilà, qui va ensuite inspirer les cahiers des charges opérationnelles. Exactement. Voilà. Donc en fait, la charte BIM, elle vous donne votre stratégie globale du côté maître d'ouvrage, et le cahier des charges BIM vient piocher des informations dans cette charte pour répondre à l'opération en particulier. Elles sont systématiquement jointes aux appels d'offres, ces chartes ? Alors, ASHLMR, ils ont une charte BIM, ils ont un cahier des charges BIM pour le neuf et un cahier des charges BIM pour la réhabilitation. Puisque les enjeux ne sont pas les mêmes, bien sûr, et on ne va pas avoir les mêmes attentes. Donc, on a séparé les deux. Après, voilà, en réponse à ce cahier des charges, on va monter une convention, et la convention BIM va répondre aux exigences du maître d'ouvrage. Bon, ça, c'est pour clarifier un peu. Sur le dit projet. Sur le dit projet, bien sûr. Une convention par projet. Une convention par projet, ça c'est indispensable. La charte, elle est générique, quoi. La charte est générique, le cahier des charges est attitré à une opération, et la convention répond aussi à ce cahier des charges. Très bien. Et juste pour finir, la convention, elle est rédigée par l'équipe projet, l'équipe maîtrise d'œuvre, qui explique comment ils vont travailler sur le process BIM via la charte et le cahier des charges rédigé par le maître d'ouvrage. C'est là que la bonne collaboration commence, finalement. Exactement. Ouais, c'est ça. Et pour clarifier, redire encore un mot dessus, on va aller vite. Quand on met en place une convention, c'est pour cadrer quelque chose qui n'est pas contractuel à la base. Comme on l'a dit tout à l'heure, la maquette numérique n'est pas contractuelle. Ce sont les plans 2D qui le sont. Mettre en place une convention BIM et la faire signer par l'ensemble des acteurs du projet, ça cadre contractuellement notre projet BIM. Et c'est super important pour que tout soit bien déroulé et que tout le monde sache qui doit faire quoi à quel moment. Donc voilà. Maintenant, je vais parler un peu de la maquette de l'existant. Donc, vous l'avez compris, c'est une opération de réhabilitation. Bon, c'était une première pour nous aussi. Donc, c'était un peu une opération test.
Qui dit opération de réhabilitation, il nous faut bien un socle pour nos études de maîtrise d'œuvre. Donc on a réalisé une maquette de l'existant. Alors, eBIM Ingénierie avait un peu la double casquette, puisqu'on est arrivé en amont de la consultation de maîtrise d'œuvre, on a réalisé la maquette de l'existant, et après on a été retenu pour la mission de BIM Management. Donc je vais vous parler un peu des deux sur ce sujet-là. Si on parle de maquette de l'existant... Est-ce que vous vous êtes auto-supervisé en tant qu'AMO? Non, pas encore. Mais il y a un AMO maintenant aussi. Alors si je parle de cette maquette de l'existant, on a commencé à en parler tout à l'heure dans le REX précédent sur les scans 3D, qui est un outil formidable. Nous, sur cette opération-là, on avait quand même un gros avantage, c'est qu'on avait des DO structures. Donc, ok, ils étaient en calque, qui faisaient des grands plans qu'il fallait tout renumériser, mais on avait quand même l'information. Donc on a décidé de ne pas trop partir de rien, on a remonté une première maquette via ces DO structures, qui va nous donner directement la position des porteurs, hein, tout simplement, puisque faut savoir que dans une opération de réhabilitation, ce qu'a besoin la maîtrise d'œuvre, c'est connaître l'existant et notamment la position des porteurs, hein, puisqu'il faut savoir où passent les réseaux, où sont les gaines techniques, ou ce genre de choses. On ne peut pas faire complètement confiance aux DOE qui ont 30 ans. Du coup, on a fait venir un scanner laser 3D, donc cette machine formidable qui vous scanne un bâtiment à une vitesse incroyable. On a fait un scan que des façades et des toitures pour pouvoir vérifier notre modélisation via les plans. Ça nous a permis de voir qu'il y avait eu des modifications en 30 ans, hein, comme dans tous les bâtiments, et surtout d'avoir la position altimétrique des menuiseries, puisque souvent sur des plans existants anciens, on a beaucoup de plans d'étage, mais on a très peu de coupes, on a très peu d'informations altimétriques. Le scan 3D nous a permis d'avoir des informations en façade et l'altimétrie des menuiseries. Donc là, on a une image, hein, la superposition d'une maquette avec le scan 3D. Hein. Pour vous donner un petit retour d'expérience sur cette méthode d'acquisition qui va de plus en plus se développer sur La Réunion, en une journée, on a relevé l'ensemble des façades des 33 bâtiments. On était peut-être allé un peu vite, je vois qu'il y a des spécialistes dans la salle. Donc voilà, on a fait 57 stations. Donc 57 stations, ça représente quoi? C'est qu'on prend notre scan, on le déplace tous les 3 ou 4 mètres, 57 fois, tout autour des bâtiments. Et en une journée, on a pu relever toutes les façades du bâtiment qu'on a pu après confronter à notre maquette numérique. Vous avez fait comme Google Maps, vous avez mis le scan sur la voiture et vous avez... On était à pied, mais c'était un peu ça. Alors, il faut savoir qu'en scan, bon, ça a l'air super comme outil, dans le sens où on arrive, on pose notre scan, on appuie sur un bouton, ça numérise tout. Mais il y a quand même toute une partie de post-traitement derrière qui est super importante. Hein. Ça veut dire que pour une journée de scan, on a une demi-journée, voire une journée de post-traitement de l'information. Ça nous donne des fichiers qui sont très 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 lourds, hein, pour cette numérisation-là, alors qui est sommaire comparé à ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à l'aéroport. Hein. J'imagine pas la taille de leurs fichiers, mais on est sur quand même quasiment 50 gigas de fichiers. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'exploiter avec n'importe quelle machine, n'importe quel ordinateur. C'est pour ça que la retraduction en maquette numérique derrière, qui va vraiment alléger, parce que la maquette va faire quelques mégas, va être là la plus-value derrière. Si on donne un fichier, un nuage de points à quelqu'un, une maîtrise d'œuvre, je ne suis pas sûr que derrière ils savent vraiment quoi en faire et comment l'exploiter. Je vais juste dire un dernier mot. En termes de modélisation, bon, vu que c'était une opération test, là-dessus, on est allé un peu loin dans la modélisation, donc on a réalisé différents types de maquettes. Une maquette de bâtiment, une maquette d'infrastructure avec le logiciel Mensura, et on a aussi fait une maquette d'architecture, où là on va en parler parce que c'était peut-être un peu l'erreur qu'on a faite, on allait trop loin dans la modélisation, et qu'on va échanger nos fichiers derrière, et ben ça nous amène des problématiques d'interopérabilité, hein, on revient un peu sur le sujet d'avant. On va en reparler après sur le retour d'expérience, mais voilà. Alors maintenant je prends ma casquette de BIM Manager. En termes de BIM Management, qu'est-ce qu'on a mis en place? Bon, ce sont des mots qu'on a retrouvés un peu tout à l'heure. Hein. Quand on fait une opération BIM, il nous faut une plateforme d'échange commune. Donc on a mis en place la plateforme Croquis, qui était lancée dans le cadre du plan BIM 2022 et qui est gratuite. Hein. Donc il faut autant utiliser des outils gratuits. Qui marche très bien. Hein. Donc, on a le droit à 250 gigas de données gratuitement pour pouvoir échanger, un nombre d'utilisateurs illimité. Et on retrouve aussi dessus des modèles de convention, etc. On retrouve pour aider. Exactement. Il n'y a pas que la plateforme, il y a aussi des ressources. Voilà. Il faut savoir que c'est quelque chose qui a été impulsé par l'État. Donc ça veut dire qu'ils vont vous donner des outils, des tips qui vont vous permettre de mieux gérer votre projet BIM. Donc c'est vrai que lorsque vous lancez un projet, utiliser ce genre d'outils, c'est important. Oui, puis ça permet de dire, tiens, qu'est-ce qu'on trouve typiquement dans une convention, voilà, exactement. sans faire du copier-coller évidemment, mais de se dire, pour répondre
Par exemple, la question de tout à l'heure, quoi. Je veux dire, voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans une convention, qu'est-ce qu'on va trouver dans une charte Exactement, et on en va quoi pas je peux la réinventer le fil à couper Ouais. le beurre. Quand on a une convention qui est bien faite, après on va réutiliser sa Et ça, c'est forme. alimenté par l'État ou il y a un contrôle quand même de ce qui est partagé? C'est pas Wikipédia, quoi. Non, c'est c'est l'État qui, dans le cadre D'accord. de Média Construct et des différents Ouais. organismes qui promouvoient le BIM en France, ils ont lancé cet outil qui a été signé il y a 2 ou 3 ans, je crois. C'est ça. D'accord. Et maintenant, ça se généralise dans la construction en France et beaucoup de personnes l'utilisent. En tout cas, moi, en tant que BIM manager, c'est mon outil principal pour pouvoir collecter les informations et échanger avec l'extérieur. Bon, après, juste un petit mot sur la convention BIM. Bien sûr qu'il y a une convention BIM qui a été mise en place sur ce projet. On en a déjà un peu parlé, mais la convention va nous donner qui fait quoi, à quel moment, quels sont les livrables, et la temporalité des échanges aussi. Ça, c'est important aussi. Quand est-ce qu'on va devoir envoyer une maquette et quand est-ce qu'on va la vérifier. On est dans une stratégie Open BIM. Vous l'avez compris, chacun a son logiciel métier. Ça veut dire que y a Émile Lépron avec Yannick qui sont sur Archicad. Moi, j'utilisais Revit. Sociétem, ils utilisent Revit et Mensura V9. Donc, on a chacun nos formats d'échange. Donc, on était obligé de passer par le format IFC. Et on va en discuter après dans les retours d'expérience. Je pense que ça va être là la plus-value de notre C'est pas présentation. Après, c'est maintenant. Ou c'est maintenant. Ok, d'accord. On a quand même eu des grosses problématiques d'interopérabilité. Comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas récupérer 100% des modèles en échange d'un logiciel à un autre. Mais on peut déjà essayer de récupérer 80%, comme on disait tout à l'heure. Ce qui est déjà très bien, parce que 80% de limité en ressaisie, c'est du temps de gagner, c'est du temps de gagner pour l'ingénierie et pour la qualité du projet, bien sûr. Après, en termes d'échange MO, on utilise des visionneuses IFC. Donc ça, c'est le socle du BIM. Tout le monde doit avoir une visionneuse pour pouvoir lire les maquettes de l'autre. C'est gratuit, ça s'apprend assez facilement, la prise en main. Bon, faut-il encore choisir la bonne visionneuse. Et le format BCF, on en a un peu parlé dans la présentation juste avant. Sans vous concerter? Sans nous concerter, bien sûr. On est la cohérent. première fois qu'on en entend parler en 6 étapes. C'est vrai? Ouais, donc format BCF? C'est marrant. Écoutez, le format BCF, pour une petite définition, ce sont des notes géoréférencées. Donc on va pouvoir échanger de l'information via des images géoréférencées. Tout simplement, si j'ai détecté un réseau qui est entré dans une poutre, en tant que bon BIM manager, je vais envoyer cette remarque aux équipes concernées. Et donc, je vais leur envoyer un format BCF, soit via une plateforme collaborative ou soit par mail. Et cette note va venir se placer dans la maquette métier de l'utilisateur concerné. Ça veut dire que c'est fini les mails avec un rond, une flèche pour dire c'est derrière quel problème et qu'il faut. Là maintenant, avec ce nouveau mode de collaboration, parce que quand on parle de BIM, on parle bien de collaboration, et ça facilite les échanges et ça facilite la collaboration entre les équipes de maîtriseurs, tout simplement. Quelque chose d'important, la modélisation, nous on a été contraints par une maquette par bâtiment. Alors il y a 33 bâtiments sur cette opération, 33 projets différents. C'est mon ami Yannick qui après a récupéré tout ça. Et une maquette par lot. Donc il faut savoir qu'en BIM, il n'y a pas une maquette qui donne tout, parce qu'après elle est soit trop grosse en termes de détails, mais il faut savoir séparer les choses pour après aussi faire de la synthèse. Et donc ça c'est important à prendre en compte. Et puis après, le gros cas d'usage BIM sur cette opération, ça a été la communication. Comme l'a dit tout à l'heure Jérôme, le but c'est de valider le projet par les utilisateurs finaux. Donc on va aller faire de la concertation locative via les maquettes numériques. Donc là, il y a plein de choses qui sont dans les cartons pour pouvoir montrer à l'usager final comment va être son appartement, valider les coloris, valider l'agencement. Tout en respectant un certain cadre pour pas que ça aille trop n'importe où. Mais ça va être vraiment le cœur de ce sujet-là qui va être la communication. 3 minutes, je suis vraiment navré. On va pas pouvoir tout dire, mais bon. Juste pour dire que ce qui était déjà dit, donc on a choisi un processus BIM open source, enfin open BIM pour les échanges parce que chaque membre de l'équipe de 2019 était sous des logiciels différents. Un des gros soucis qu'on a rencontré dans cette mise en place de cet échange OpenBIM, ça a été le géoréférencement des multitudes de maquettes sur un même logiciel tiers. Parce que il y avait des incompatibilités. Donc en fait, on a passé énormément de temps en début d'opération entre les équipes du bureau d'études et l'architecte pour récupérer la maquette
Revit, l'importer dans notre logiciel métier, donc Archicad, faire en sorte qu'elle soit pas trop loin de l'origine du fichier pour aller vite, et la réexporter correctement dans un logiciel VRD qui était, eux, avec un géoréférencement Réunion. Mais Donc, à chaque étape de traitement, des risques de déperdition. Voilà. De en fait, on a eu conflit, beaucoup de maquettes où les projets étaient comme ça, quoi. Ouais. Et donc, il y a eu un vrai travail. Et donc, il y a là un petit rappel des principes. En fait, on a réexporté tout dans le logiciel sur une maquette générale dans lequel on réexportait lot par lot. Et la gestion, un bâtiment, les fluides à l'intérieur, beaucoup plus simple. Mais le rattachement au VRD a été assez complexe. Juste pour redire un petit mot là-dessus, hein, parce que c'est vraiment on peut lancer la vidéo en même temps. On a fait une petite vidéo de présentation de l'opération pour vous montrer un peu l'ampleur du projet. Ouais, c'est peut-être un peu lourd comme vidéo. Non, elle est compressée maintenant. Elle est compressée, parfait. Donc oui, juste pour compléter un peu ce que disait Yannick, quand on utilise un logiciel de VRD comme Mensura, Covadis ou autre, on va utiliser les plans des géomètres qui sont géoréférencés et on va se baser sur leur plan de sur cette coordonnée de géoréférencement. Quand on va devoir échanger avec les maîtrises d'œuvre, il va falloir bien faire attention à ce point de géoréférencement parce que c'est là où on va avoir toutes nos problématiques derrière d'interopérabilité logicielle. Bon, on pourra en discuter tout à l'heure, mais c'est vraiment le cœur du sujet. Non, mais tout à l'heure, non, hein, c'est fini. C'est fini. Ah, ok, tout à l'heure dehors Non, peut-être. Vraiment, on doit enchaîner sur la Ça fin. marche. Là, Bon, voilà, c'était d'expérience. juste une petite vidéo pour vous montrer que on a réussi à insérer quand même notre maquette de VRD sur les 33 bâtiments. On a fait un logement témoin, qui ne sera pas celui-là. Hein, c'est vraiment, on est en phase APS, qu'on n'a pas précisé, mais c'est important. Ça veut dire que APS. on est en APS. C'est le début du projet encore. Donc d'avoir un niveau de définition projet, comme ça en APS, derrière, ça vous emmène un gage de qualité pour le reste, tout simplement. Non, ça Roland, ouais, super. Le Rex. Le Rex. Alors, le Rex. Déjà, les points positifs, c'était la maquette de l'existant. C'est vrai que la maquette de l'existant, c'est quand même quelque chose qui est très important. On a déjà bien débattu sur ce sujet-là, on a déjà fait un retour d'expérience en parlant, mais c'est vrai que la maquette de l'existant vous emmène un gage de précision dans vos études derrière, qui n'est pas du tout négligeable, et ça dégage du temps dans l'ingénierie, dans la conception du bâtiment. Puisque on a plus de temps à rechercher l'information, tout est déjà là, maintenant on peut mettre plus de temps dans le savoir-faire, tout simplement. Point positif, les scans 3D. Scan 3D, c'est une méthode d'acquisition qui est assez bluffante, hein, puisqu'on va numériser un bâtiment à une vitesse incroyable et avoir une précision de l'ordre du millimètre, donc on a quelque chose qui a des rendus qui sont très performants. C'était une première pour vous? Alors, sur cette opération, c'était il y a déjà 2 ans et demi, c'était la première fois que je testais les scans. Maintenant, ça se généralise, on travaille avec des professionnels, géomètres ou autres, qui ont des équipements, ou même nous, on est équipés après. Voilà, on va travailler, ça va être de plus en plus quelque chose qui va s'intégrer dans nos métiers, hein, tout simplement. Les points négatifs, la modélisation trop détaillée, avoir une maquette de l'existant comme on l'a fait, qui était trop détaillée avec les cloisons, les portes, ça ne sert à rien, puisque après ça va être détruit pour après être réaménagé par l'architecte dans son opération de réhabilitation. Oui, si je peux juste préciser, en fait, on a modélisé avec un niveau LOT 300, donc on est allé beaucoup plus loin sur une opération de réhabilitation où on va tout refaire dans le logement et où il n'y a pas de grandes questions à se poser. Sur de la réhab intermédiaire où on peut intervenir sur tels travaux et pas d'autres, ça peut être intéressant d'avoir ce niveau de détail, parce qu'après on peut avoir pas forcément changer toutes les portes, pas forcément changer toutes les menuiseries ou tous les équipements, ou qu'une partie des réseaux, l'électricité qui a peut-être refaite il y a quelques années, donc on changerait que la plomberie, ou inversement. Là, typiquement, on est allé un peu loin, c'était la première, en ITER, on investit un petit peu, il faut l'accepter, il faut accepter de mettre du temps et de l'argent. Voilà, pour les prochaines, sur de la réhab lourde globale, on fera du lot 200, et puis sur de la réhab intermédiaire où il faut cibler des travaux, on partira sur du lot 300. Je pense que c'est important. Exactement, juste avoir la position des porteurs et les maquettes de structure, c'est suffisant pour une opération de réhabilitation, savoir où passer les gaines techniques. Voilà, tout ce qui ne bougera plus après dans l'opération de réhab, tout simplement. Maître d'ouvrage. Oui, Rex, maître d'ouvrage, donc rapidement, on en a parlé déjà, forcément, une meilleure maîtrise des existants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le process BIM et la modélisation des existants est complémentaire avec les différents diacs qu'on a pu mener. On a fait un diac des réseaux pour avoir l'état des réseaux. Je rappelle, on est en réhabilitation, on n'est pas en neuf. Il y a le volet amiante. Sur Victoria, on est très peu concerné, mais on peut avoir une grosse problématique amiante où
quand on a beaucoup de logements ambiantés, ça peut être intéressant d'avoir cette représentation sur une maquette et avoir des quantités de déchets en termes de chiffrage de prestations, etc. C'est hyper important. On a fait une étude thermique aérolique aussi sur Victoria. On a équipé 10 logements. Donc ça, tout se recoupe en fait avec le process BIM et tout est intégrable à la maquette. C'est ça qui est intéressant. Donc de fait, quand on a une maquette des existants, on a une exploitation des données. On a des métrés quasi immédiats, très précis. Encore faut-il que la maquette soit juste, mais bon, normalement elle l'est. Meilleure communication du projet, on en a parlé. Estimation plus précise pour l'équipe de maîtrise d'œuvre. Dès la phase d'esquisse, on avait un niveau d'estimation APD, clairement, hyper détaillé. Donc ça c'est une première aussi, ça c'est intéressant. Et meilleure compréhension du projet au niveau dès l'esquisse également, au niveau des scénarios. On a demandé divers scénarios au niveau des façades, de la transformation du projet en réhab, toujours. De suite on voit le bâtiment fini avant qu'il soit commencé, donc c'est plutôt intéressant. Les points négatifs, on en a parlé tout à l'heure, c'est la prise en main encore des maquettes, même avec des liseuses où on ne dessine pas, on ne construit pas. Il faut s'y mettre, il faut accepter d'être formé, de prendre du temps, de s'investir, d'être curieux. Moi, là, vous parlez pour vous en interne, en tant que maître d'ouvrage, oui, bien sûr, pour vous-même directement, pour les équipes, tout à fait. Le lien avec la formation. Oui. Nous, on ne travaille pas sur Revit, on ne travaillait déjà pas sur AutoCAD. Ça a fait émerger des besoins de formation chez vous? Bien sûr, oui. D'accord, bon, c'est intéressant. En fait. Donc tout ça, après, il y a une stratégie globale et il faut vraiment avoir les besoins au niveau de la société. Et après, à l'individu, il faut être curieux. Moi, j'ai fait des formations sur Internet, j'ai fait du MOOC, à titre perso, pour ne pas rester bête et pas rester sur la touche et vraiment prendre le train avant qu'il aille trop vite. Après, c'est trop tard. Donc, sujet très technique également sur la conformité et la vérification des maquettes. Donc, d'où l'intérêt d'avoir pour l'instant un AMOBIM qui va aller vérifier tout ça à notre place parce qu'on n'a pas la compétence. Et encore une difficulté à appréhender les délais supplémentaires nécessaires à la partie étude. Le process BIM, il faut accepter qu'on investit sur la conception, donc on investit du temps et de l'énergie et de l'argent sur cette partie étude pour avoir du gain coût délai qualité sur la phase chantier et exploitation. Donc on a rajouté quelques semaines par-ci par-là sur les phases d'étude, mais on sent que pour l'instant ça ne suffit pas et il faudra vraiment approfondir le sujet et avoir une vraie maîtrise de ces délais supplémentaires à investir. C'est les retours qu'on a sur tous les retours d'expérience en réhabilitation maintenant. On sous-estime la phase étude et finalement parfois ça double les coûts, les délais aussi, quoi. Voire plus. Donc les retours d'expérience maîtrise d'œuvre, c'est donc grâce à la maquette BIM d'entrée fournie par la maîtrise d'ouvrage, on a eu une appréciation plus rapide des existants en phase de conception architecturale. Parce que tout de suite, on avait une vision plus globale du projet. On a eu le gain de précision qui a été au rendez-vous. Donc, même si on est qu'en APS, on est déjà en Pro DCE sur le logement témoin. Donc, on a pu tout de suite voir le gain de précision sur les différentes maquettes partielles de ce logement témoin au sein de l'équipe, les échanges qu'on a fait. Et donc, vraiment la maquette comme un outil collaboratif pour échanger rapidement sur des éléments de façon plus fluide. Au niveau des points négatifs ou plutôt de points de vigilance, c'est un travail très fastidieux de reconversion de la maquette 3D BIM d'entrée en maquette compatible avec notre logiciel métier. C'est-à-dire qu'on avait une modélisation 3D parfaite. Par contre, pour en ressortir des plans 2D qui sont ce qu'on nous demande foncièrement, on a eu un gros travail de conversion des objets 3D qui étaient inclus dans la maquette pour qu'ils soient correctement représentés en 2D en fait. Et on a au final, et puis aussi par rapport au logiciel métier, comme c'est un bâtiment très répétitif, il y avait des éléments préfabriqués d'origine qui étaient répétitifs partout. On avait des outils propres à notre logiciel métier pour les répéter l'intervention. Et on a dû pratiquement remodéliser les 3/4 de la maquette au fil de l'eau de ces éléments qui se répétaient en fait. Donc la difficulté de la mise en place des échanges IFC, ça c'est donc le dernier point, et la durée de phase vis-à-vis en fait de l'incompatibilité entre spécifique aux réhabilitations logements où on demande un lot de 200 sur l'APS et en même temps un lot de 300 sur le logement témoin, où on a dû vérifier que tout ce qui était notamment éléments rapportés en façade, parce qu'on rapporte des éléments de protection solaire sur la façade, était compatible sur l'ensemble du projet. Et donc il y avait
une incompatibilité entre la nécessité du temps d'étude, c'est ça dont on parlait, sur ces éléments qui devaient à la fois être détaillés et généralisés dans les phases préliminaires que sont l'APS et là chevauchée avec un pro DCE logement témoin. Alors, En une minute. En une vraiment, minute ouais. Alors, ok. Au niveau si on doit faire une synthèse de tout ce qu'on a dit, hein, bon déjà je ne vais pas trop suivre le plan, mais pour parler de maquette de l'existant, on a vu qu'un lot 200 suffisait, la modélisation de la structure porteuse du bâtiment était suffisante, qu'il faut utiliser toutes les données d'entrée qu'on a à notre disposition. Si on a des plans disponibles, des plans de gros œuvres, des DOE, il faut s'en servir pour modéliser sa maquette. On voit que le BIM, c'est vraiment une méthode de travail. Ce n'est pas un outil, mais c'est une méthode de travail et qui vont chambouler nos processus classiques de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise. Ça veut dire qu'on a une collaboration qui est différente, des échanges de fichiers qui sont différents, des outils qui sont différents, et tout ça, il faut en être conscient. Ça veut dire que c'est un jeu que doit jouer la maîtrise d'ouvrage sur les délais, que doit faire la maîtrise d'œuvre sur les échanges, pas donner sa maquette au dernier moment pour que l'autre, à la fin, il ait qu'une semaine pour faire sa maquette. C'est vraiment mettre en place une collaboration interne qui est sur les échanges de fichiers. Et si j'avais un autre retour d'expérience à faire aussi là-dessus, ça serait que la communication est grandement facilitée via ces visionneuses. Donc j'encourage tout le monde à avoir une visionneuse sur son ordinateur et d'utiliser ces formats BCF parce que pour moi, c'est le point d'entrée du BIM quand on fait une opération, c'est d'avoir une visionneuse sur son poste. Et attention à la fin. Oui, dernier point, en tant que donneur d'ordre... 2 minimum, on me dit. C'est vrai. C'est vrai que, juste pour préciser, excuse-moi Jérôme, juste pour préciser avec David Bagné, qui est aussi un spécialiste dans ce sujet, les visionneuses, vous allez voir, il y en a plusieurs qui sont disponibles sur Internet. On peut en citer plusieurs, hein, mais elles ne font pas tous la même chose. Et c'est vrai qu'on s'est remarqué qu'il fallait au moins avoir 2 visionneuses sur son poste parce que, par exemple, nous utilisons BIM Vision et BIM Collab Zoom. Elles font 2 choses différentes, mais qui nous permettent vraiment d'aller au fond des choses parce qu'on n'a pas tout dans un seul et même outil. C'est ce que disait aussi tout à l'heure Madame Lenormand, et c'est un peu la difficulté qu'ils ont en interne, c'est de figer un outil, figer une visionneuse. Bon, pour l'instant, le BIM, c'est quelque chose qui se développe, hein, c'est des nouvelles technologies, donc il faut faire de la veille technologique, et donc ça passe par l'utilisation de ces nouveaux outils qui sont gratuits, il faut les tester et les approuver. Oui, il faut accepter effectivement de tester. Dernier petit point de vigilance, Valérie en a parlé tout à l'heure, il faut être conscient d'une réalité territoriale à La Réunion où il y a encore, malgré tout, trop de maîtres d'œuvre qui refusent entre guillemets un peu le BIM ou qui sont réfractaires ou qui, je pense, attendent peut-être le dernier moment ou qui ont peur. Hein. Le bureau d'études en a parlé tout à l'heure également, coût d'investissement en termes de matériel, en termes de formation, en termes d'outils, etc. Nous, ça doit venir des donneurs d'ordre, des maîtres d'ouvrage comme la SHLMR. Ça ne peut pas venir que de nous non plus, hein. Il faut que les gens soient curieux et aient envie d'y aller également. Un architecte, un cabinet d'architectes peut décider de mener un projet en BIM, même si ça prévu dans le cahier des charges du maître d'œuvre, du maître d'ouvrage, si lui, il préfère travailler comme ça. Encore faut-il qu'il ait vraiment tout le process et le fonctionnement en place. Donc il faudra accompagner tout le tissu réunionnais, hein, maître d'œuvre, cabinet, ingénieur, bureau d'études, et les entreprises aussi sur la phase travaux. On ne fera pas des miracles sur les premières opérations, il ne faut pas rêver, mais on doit participer à faire monter cette compétence chez tous les acteurs du PTP à La Réunion. C'est important. Et nous, en interne, sur le vrai enjeu, le vrai sujet, la GEM, on doit anticiper nos besoins, comme on a pu le faire sur la phase de conception-réalisation. Il faut que dès maintenant, on ait une stratégie claire et qu'on définisse les outils, même si il n'y aura peut-être pas un outil, mais plusieurs outils, et définir nos besoins. C'est l'enjeu pour derrière être capable de gérer notre patrimoine avec des outils novateurs qui sont proposés par le processus. C'est dans l'esprit du BIM en plus, hein, la collaboration. Merci beaucoup pour votre témoignage et votre retour d'expérience.